Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Prof Valou. Un grand plaisir de vous retrouver après ces quelques mois d'absence, je m'en excuse. Mais il s'avère que voilà, j'ai été pas mal pris par ma vie privée et par les congés. Donc voilà, on est de retour pour l'arrivée du set Spider-Man en cette fin septembre. Donc aujourd'hui, on va tout simplement faire la review de quelques cartes du set que j'ai totalement appréciées. Tout simplement. Donc pour commencer, on va aller sur quelques cartes Unco. J'en ai retenu deux qui m'ont l'air intéressantes pour moi. Je tiens seulement à rappeler aussi que voilà, les cartes que je vais mettre en avant, c'est des cartes que moi je visualise bien, c'est-à-dire c'est par rapport aux jeux que moi j'aime bien jouer. Voilà, j'aime bien jouer des jeux réanimateurs, j'aime bien jouer des jeux qui jouent avec les cimetières. Donc forcément, il y a des cartes que je vais voir, je vais me dire tout de suite, tiens, oui, cette carte-là, elle est vraiment intéressante. Je vais peut-être passer outre certaines cartes que vous vous dites, ah bah non, il n'a pas parlé de celle-là, c'est dommage. Alors vous en faites pas, hein, tout simplement, c'est simple parce que c'est le ressenti de chaque joueur. Voilà, le but c'est simplement de partager le fait que moi j'apprécie ces cartes-là et à vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas en commentaire. Donc on va tout d'abord commencer avec les deux cartes Unco, qui sont l'équipe de dommage contrôle et le Spider-Girl, la Spider-Girl lignée héroïque. Donc pour la première carte qui est l'équipe de dommage contrôle, c'est une 3-3 pour 4, créature humain et citoyen. Le genre citoyen, on l'avait vu, le type citoyen, on l'a vu avec... c'était comment? C'était Nouvelle Capenna, voilà. Alors, quand cette créature arrive, choisissez un. Donc, soit réparer, soit saisir. Donc, réparer, on renvoie une carte ciblée avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 depuis notre cimetière à notre main. Et saisir, on exile une cible artefact ou enchantement. Chose que j'aime bien avec cette carte-là, c'est tout simplement qu'en fait, c'est une carte qu'on aime beaucoup ramener depuis le cimetière ou de réanimer. Parce que soit on va en effet reprendre une autre carte depuis le cimetière supérieure ou égale à 4. Elle peut être comprise, hein. Imaginez que vous créez des jetons de cette carte-là et que vous avez ces jetons qui sont sur le board et que cette carte est au cimetière et que vous pouvez refaire une copie d'un jeton que vous avez, et ben vous pouvez reprendre nouveau cette carte-là, ce qui est intéressant. Et vous avez aussi le fait que ça peut être une gestion, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu ce que, comme dirait le monarque, c'est une carte polyvalente dans le sens où je trouve que pour une co pour 4, on a une 3-3, donc des stats qui ont l'air tout à fait honorables, effet d'arrivée en jeu, donc c'est-à-dire qu'on peut en abuser, et qui nous permet soit de récupérer des cartes depuis le cimetière qui peut être intéressante, soit tout simplement de faire une gestion. Donc moi je trouve ça intéressant, puis ce qui est bien aussi c'est que c'est pas détruire, hein, c'est exiler, donc l'indestructible et tout, ça marche pas. Donc je trouve cette carte vraiment très intéressante. Ensuite à Spider-Girl, c'est vraiment parce que c'est mon petit côté CSNIA, c'est vraiment le CSNIA token que j'aime bien. Donc pour 2 c'est une 2-2, là rien à dire. Créature légendaire, donc ça peut être un général en popper par exemple. Pendant notre tour elle vole, donc une capacité d'évasion. Et quand elle quitte le champ de bataille, on crée un jeton 1-1 verte et blanche, humain et citoyen. Voilà, donc tout simplement, je trouve que c'est une bonne carte de commandeur popper. Une bonne carte Unco aussi dans les jeux CSNIA si on arrive à les faire quitter le champ de bataille et à les faire arriver. Donc dans les jeux Blink, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va créer un token à côté. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est deux petites cartes qui m'ont l'air fort intéressantes. Il y en a d'autres, hein, forcément, je n'ai pas tout les nommés, mais c'est mes petites mentions honorables en Unco. Je trouve que j'ai plus d'affinité pour la première, l'équipe de dommage contrôle, car vraiment, je trouve que pour une 3-3 pour 4, exilé en effet d'arrivée en jeu, c'est quand même vachement puissant. Je dirais pas que c'est mieux qu'une boue acide, parce que ça détruit pas de terrain, mais c'est quand même une carte qui peut être intéressante dans les jeux Blink. On va ensuite passer aux cartes rares. Alors ici, on va aborder 13 cartes rares, donc des cartes rares que j'ai estimées être intéressantes. On va d'abord commencer avec les deux premières cartes, donc deux cartes blanches. Donc on a votre fidèle serviteur et le loyer à payer. Donc votre fidèle serviteur, c'est pour 4 un enchantement aura qui va enchanter un terrain. Quand il arrive, on crée 3 tokens, un vert et blanche et humain. Donc je trouve ça intéressant. Et quand il est de terrain enchanté, A pour 1 et en langage, une créature ciblée gagne +1 +1 jusqu'à la fin de tour pour chaque créature que l'on contrôle. Ce que je trouve super intéressant avec cet enchantement, au-delà du fait qu'il peut permettre de booster une créature, mais c'est en rituel, donc c'est pas si intéressant que ça, c'est le fait qu'il arrive en jeu et crée 3 tokens. Et je trouve intéressant, c'est que cet enchantement, dans les jeux enchante CSNIA ou CSNIA par exemple, en fait, arriver en jeu, créer 3 tokens, c'est quand même fort quand tu sais que tes enchantements, tu peux les reprendre en main, les refaire arriver en jeu. Donc je trouve ça très intéressant, pouvoir même faire des copies. Donc faire 3 tokens à l'arrivée en jeu, je trouve ça intéressant. Et petit bonus, tu peux booster une créature qu'elle vole, qui va infliger des bons dégâts, parce que c'est-à-dire que déjà, avec tes 3 tokens, tu peux faire pour 1 et j'engage, +3 sur, +4 sur la bête. Donc c'est comme ça que ça veut dire, hein. C'est-à-dire que si tu as joué pour 3 ton général, tu joues ça pour 4, tour 5 derrière, potentiellement, ça va taper à +4, quoi. Donc c'est quand même pas négligeable.
Donc je trouvais ça intéressant, plus pour son effet générer du board et pouvoir le refaire au fur et à mesure. Ensuite, on a loyer à payer, toujours un enchantement pour un blanc, donc qui arrive très tôt dans la partie. Au début de notre étape de fin, vous pouvez engager 2 créatures et ou trésors dégagés, donc on peut faire 2 créatures, 2 trésors ou une créature, un trésor, que l'on contrôle. Si on fait ainsi, on pioche une carte, sinon on sacrifie cet enchantement. Bah pareil, je trouve cette carte très intéressante, alors pas forcément à jouer tour 1, parce que bon, c'est très rare qu'on ait 2 créatures et des trésors tour 1, mais en fait, dans un jeu adapté avec du rouge ou avec du vert, bah, vous allez avoir une flopée de tokens créatures ou trésors. Et donc, bah, en fait, littéralement, à la fin de votre tour, vous allez tout simplement piocher une carte. Donc, gratuitement, en engageant des bêtes. Ça peut en effet aussi faire des effets, par exemple, de engager, si à l'étape de fin, la créature est engagée, on peut activer un effet. Donc, je trouve cette carte intéressante parce qu'en fait, pour 1, va faire sa petite value à la fin de votre tour. Alors, je la vois pas trop en duel en commandeur. Je trouve que, parce que justement, elle fait pas assez de value par rapport à d'autres cartes. Par contre, en standard et tout, je pense que c'est une carte qui peut être intéressante. Parce que générer des tokens, on peut en faire. Et après, c'est des créatures, c'est pas forcément des tokens. Donc je trouve que ça peut être intéressant en standard, par exemple. En commandeur, bon, c'est une carte à la fin de ton tour, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est une carte que bon, tu pourras pas utiliser avant le prochain tour. Bon, mais je trouve quand même le principe intéressant. On va ensuite passer aux 2 prochaines cartes, qui sont 2 cartes bleues. Donc Se cacher au plafond et Mysterio, maître des illusions, premier méchant. Donc Se cacher au plafond, bah, tout simplement c'est parce que j'aime bien les jeux Blink. Donc Exé X cible pour 1 et X, artefact et ou créature, c'est bien d'avoir mis artefact. Et on revoit les cartes exé sur le champ de bataille sous contrôle de leur propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Donc ça peut sauver un board, pour 3-4 mana vous allez sauver 2 à 3 bêtes ou 2 à 3 artefacts ou un mélange des deux. Donc ça peut être intéressant de sauver quelques créatures, et en plus ça revient à notre prochaine étape de fin, donc ça veut dire que bah, ça va revenir et ça va refaire les effets d'arrivée en jeu, donc je trouve ça intéressant, c'est un éphémère, donc ça peut être une bonne petite carte, même pour 2, ça peut faire blinker votre commandant, ça peut vous le sauver, donc je trouve ça intéressant. Et chose intéressante, et que vous avez peut-être vu sur la carte, c'est que ça oblige pas à exiger des cibles qui sont sous notre contrôle, on peut aussi le faire sur des créatures adverses. C'est-à-dire j'exile X cible artefact aux créatures, et en fait je peux exiler le board adverse, par exemple pour 7, je vais exiler 6 créatures au board adverse, et en fait il va les récupérer sous le contrôle propriétaire au début de la prochaine étape de fin, donc ça sera en fonction des étapes de fin, celle du joueur, mais en fait vous pouvez par exemple enlever les bloqueurs d'un joueur pour qu'il meure, vous pouvez en commandeur multi enlever les attaquants, vous pouvez gérer les tokens, tout simplement. Donc moi je trouve que c'est une carte qui est polyvalente, qui peut être intéressante. Mais qui s'adapte pas forcément à tous les jeux. Par exemple dans les jeux qui réduisent le coût des sorts d'éphémères et rituels, ça peut être intéressant. Ensuite on a Mysterio, maître des illusions. Pour 4 c'est une 3-3 humain et méchant, créature légendaire. Donc le type méchant arrive dans Magic grâce au set Spider-Man. Quand il arrive, on crée un jeton 3-3 bleu, illusion et méchant pour chaque méchant non-jeton que l'on contrôle, et on exile ces jetons quand lui quitte le champ de bataille. Alors moi, ce que je trouve très intéressant ici, c'est que en fait, l'archétype méchant, il est un peu poussé dans le set Spider-Man, donc faire un jeu méchant, voilà, ceux qui veulent se faire plaisir, jouer que les méchants de Spider-Man, faites-vous plaisir, hein, là c'est le moment. Et cette carte-là, je trouve qu'elle récompense beaucoup en fait cette stratégie, parce que pour créer un 3-3 pour chaque méchant non-jeton, lui il se contente avec, hein, donc ça veut dire que déjà t'en fais déjà un quand il arrive en jeu, si t'as 2 autres créatures méchants, en fait t'en fais 3, t'arrives quand même avec 12 de valeur sur le board, hein, lui y compris, donc c'est pas rien, et pour peu que les jetons, tu les utilises dans des sacrifices où ils meurent pour des attaques ou des bloqueurs, et tu le blink et ça revient, potentiellement. Donc on fait attention, hein, c'est un mis non-jeton, parce que sinon c'était devenu n'importe quoi. Mais je trouve que c'est une carte intéressante, et vous voyez bien que les deux cartes, en fait, elles se mélangent bien ensemble, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on peut, par exemple, exiler le board adverse, on peut exiler notre Mysterio suite à une Vrasse, il va revenir avec une 3-3, c'est toujours intéressant. En tout cas, c'est une carte qui, dans un jeu Blink, peut être intéressant, même si on ne joue pas de méchant, parce que lui, en fait, c'est pour 4, j'ai une 3-3 qui arrive avec une 3-3. Donc à voir si après on part sur un côté méchant, faut pas pour trouver une stratégie. Ensuite, on va passer aux 2 autres cartes, je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup. J'ai essayé de faire 2 par couleur, comme ça au moins on a une symétrie. Alors, on a 2 cartes noires, donc de Morlun, dévoreur d'araignées, et de la chance de Parker. Alors, Morlun, dévoreur d'araignées, c'est une créature légendaire, vampire et méchant pour 2 noirs à X, qui a le lien de vie, qui est 2-1. Elle arrive avec X marqueur puissant sur lui.
Ok, donc ça veut dire que par exemple pour 5, j'ai une 5-4 lien de vie. Intéressant. Et quand il arrive, il inflige X blessure à un adversaire ciblé. Donc c'est à dire que pour 5, j'ai une 5-4 lien de vie qui a infligé 3 aux joueurs adverses. Moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien dans un jeu vampire. Voilà, vous pensez à Edgar Markov, vous pensez à plein de jeux, même des jeux un peu qui type aristocrate ou des jeux qui font un petit peu des dégâts à distance. Bon bah lui, tu fais un petit mana infini, t'as gagné, tu tues un joueur quoi, c'est quand même intéressant. Alors en multi, je trouve moins fort, mais en 1 contre 1, je pense qu'il peut sortir du lot. C'est un méchant, n'oublions pas. Mais je trouve qu'il peut sortir du lot parce qu'en fait son avantage c'est que pour 3 c'est une 3-2 qui aura infligé 1 lien de vie. Pour 4 c'est une 4-3 qui aura infligé 2. Donc vu qu'elle inflige X blessure, vous gagnez des points de vie quand même avec son effet d'arrivée en jeu. Donc moi je trouve que c'est intéressant. Alors après lui c'est pas une carte à blinker forcément. Mais je trouve ça intéressant parce qu'elle peut se jouer à tous les étages de la curve. Donc moi je trouve que j'aime bien cette carte. La chance de Parker, donc pour 3 c'est un enchantement. Au début de notre étape de fin, 2 joueurs ciblés, pas forcément vous, révèlent chacun la carte du sud de leur bibliothèque. Ils perdent chacun un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de la carte révélée par l'autre joueur, puis ils mettent chacun la carte qu'ils ont révélée dans leurs mains. Ça j'aime bien, c'est vraiment dans les jeux un petit peu Valgavoth, là le commandeur qui était sorti en Rakdos, où en gros vous avez un enchantement et vous savez qu'au début de votre étape de fin, vous allez se dire tiens toi le gros joueur qui joue des tons et toi l'autre gros joueur, vous avez révélé 2 cartes, il révèle, l'autre il prend autant de dégâts, l'autre il prend autant de dégâts et ça participe à un peu diminuer les points de vie. Vous leur faites piocher quand même une carte, mais bon dans une stratégie où vous faites perdre vite ces points de vie adverses par des effets à distance et tout, je trouve que c'est une carte intéressante. Voilà, puis vu que c'est un jeu que j'ai, je pense que je vais essayer de me la trouver pour la mettre dedans, parce que pour 3, ça arrive vite quand même. Ça peut vite vous faire quand même une épée de Damoclès de la tête, parce que les gens vont dire, lui, il va commencer à nous taper, on va arrêter, quoi. 2 autres cartes, en rouge. Alors, on a Electro, batterie électrique d'assaut, et l'ombre du bouffon. Alors, pour Electro, donc c'est une 2-3 pour 3, humain et méchant, encore un méchant, évidemment, qui a le vol. On ne perd pas le mana rouge non dépensé au moment où les étapes de phase se terminent. Donc en gros, tout le mana rouge qu'on aura eu puisé, on va le garder. Donc pour des éphémères, ou même pour le tour suivant, ça peut être intéressant. À chaque fois qu'on lance un sort d'effet en rituel, on ajoute un rouge. Lui, on le perdra pas non plus. Et quand il quitte le champ de bataille, on peut payer X, et quand on fait ainsi, il inflige X blessure à un joueur ciblé. L'idée, c'est que lui, en gros, vous pouvez le jouer en général, par exemple. Et votre but c'est je joue full éphémère, rituel, maximum de trucs, génère plein de mana, puis au bout d'un moment j'ai tellement de mana qu'à la fin je joue plein de sorts, déluge, ce que vous voulez, et à la fin je paye X et je te tue quoi. Voilà, en gros c'est ça l'idée. Je le vois pas jouer autre part que dans un jeu éphémère rituel. Donc peut-être IZ, mais en mono rouge je pense qu'il y a des moyens, il y a moyen de faire des choses un peu craquées quoi. Donc voilà, je pense que c'est un bon général rouge éphémère rituel sans avoir la partie bleue. Et dans un jeu Iziette, je pense qu'il pourrait trouver sa place. Puis ça a au moins le mérite de changer un petit peu de certaines choses. Ensuite, on a l'ombre du bouffon. Donc pour 2, c'est un enchantement. Donc au début de notre première phase principale, on se défausse une carte. Si on fait ainsi, on pioche une carte. Donc ça, c'est à chaque tour. À chacun de nos tours, on va pouvoir se défausser après avoir pioché d'une carte pour piocher une carte. Et ensuite, à chaque fois que vous jouez un terrain ou que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette carte elle rentre bien dans les jeux qui jouent avec l'exil. Voilà. Le fait de vous défausser ou faire piocher, c'est intéressant dans le set parce qu'il y a des cartes qui vont fonctionner un peu comme la folie. Donc la folie, c'est quand on se défausse de la carte, on peut la jouer pour un coup alternatif. Et là, c'est un peu la même chose. Je crois que ça s'appelle désordre dans l'extension. Donc on peut en effet faire ça. Donc j'aime bien cette carte parce qu'elle se marie bien avec certaines mécaniques du set et avec d'autres mécaniques que l'on connaît qui existent déjà, donc je trouve ça intéressant. Mais en tout cas, le fait d'infliger une blessure à chaque adversaire, ça peut en effet participer à ces stratégies. J'inflige des dégâts à tout le monde, petit à petit, à la fin, vous avez tellement peu de points de vie que je vais pouvoir vous tuer. Enfin voilà, c'est une carte que j'apprécie et que je pourrais bien mettre dans un jeu avec Quintorius, par exemple, c'est pour ceux qui connaissent Planeswalker en Boros. Ensuite, 2 cartes vertes, j'avais dit qu'on resterait à 2 cartes par couleur. La dernière chasse de Kraven et l'homme sable vaurien changeant. Alors la dernière chasse de Kraven, c'est un enchantement saga qui coûte 4. Quand elle arrive, on meule 5 cartes, et quand on fait ainsi, cette saga inflige à une créature ciblée un nombre de blessures et la force est plus élevée parmi les cartes de créatures dans notre cimetière. Excellent. Moi j'adore parce que dans des jeux justement qui mettent dans le cimetière, on a très peu de cartes qui
remplissent le cimetière et qui font un anti-bet en même temps. Et je trouve cette carte-là vraiment, je dirais presque un peu unique, parce que c'est très rare que j'ai vu une carte qui fait mêler 5 et ensuite vous infligez des blessures à une créature. Alors évidemment, ça suggère de jouer créature, hein, parce que forcément, si vous mêlez aucune créature ou que la force n'est pas assez élevée, bah, vous n'allez pas pouvoir gérer ce que vous voulez. Néanmoins, vous aurez rempli de 5 votre cimetière, c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc il y a des conditions à respecter, mais je trouve que cette carte-là est très intéressante. Moi qui joue des jeux qui jouent avec le cimetière et qui les remplissent, cette carte-là, je la vois très bien dans mon jeu Seed Easy, qui joue quand même pas mal avec les créatures dans le cimetière. Donc ça va rentrer direct dedans, quoi. Effet numéro 2, on donne un +2/+2 à une créature. Dommage qu'il n'y ait pas une capacité d'évasion. Je trouve ça, le 2, il me paraît un peu anecdotique. Et le 3, on renvoie une carte de créature ciblée depuis notre cimetière entre mains. Ça c'est bien, là c'est à la fin, ça c'est intéressant. C'est juste que le 2, j'aurais aimé limite un +1/+1 avec un piétinement, un contact mortel ou ouais, quelque chose qui donne, qui oblige l'adversaire à se dire ah, je vais avoir un problème. Et là, +2/+2, bon bah j'ai une 1-1, je te bloque, voilà, donc voilà, sans plus. Bon, c'est une carte que j'apprécie bien, mais le deuxième niveau me déçoit un peu. L'homme sable de ça, par contre, ça c'est une carte que je vais vraiment chercher aussi à récupérer. Donc pour 3, elle est XX, X étant en fait son le nombre de terrains que vous contrôlez. Donc si vous la jouez tour 3, elle sera une 3/3, ce qui n'est pas négligeable. Il ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Donc déjà, tout ce qui est 1-1, vous oubliez, tout ce qui est 2-2, vous oubliez. Donc voilà, il va falloir mettre des grosses bêtes. Pour 5, on le renvoie sur le champ de bataille engagé, cette carte, une carte de terrain ciblée depuis notre cimetière. Excellent, ça je vois très bien dans quel jeu je vais le mettre. J'ai un jeu coq foyer qui joue sur les terrains. Lui pour 3 c'est une créature qui va être très grosse quand elle va être sur le champ de bataille que j'aurai mes terrains. Et quand elle sera au cimetière, parce que forcément je me meule des fois, ou des fois elle va mourir, pour 5 je vais en plus refaire un effet touche terre et ramener une grosse bête. Donc c'est vraiment très très intéressant. Cette carte vraiment, moi je trouve que si vous jouez une stratégie meule avec sacrifice de terrain ou simplement des créatures au cimetière, prenez-la quoi, elle va être excellente. En plus, c'est un élémental, parfait. L'élémental, en plus, ça ira avec la Nissa, là, de... truc après tous Firection, je sais plus comment ça s'appelle, là. Jour d'après, un truc comme ça. Bon, voilà, très bien. Ça, c'est une carte que je sais où je vais la rentrer. Ensuite, il nous reste 3 cartes. Alors, on va commencer avec les cartes multicolores. Donc, on a le Chacal Génie Généticien et le Spider-Man Symbiote. Alors le chacal généticien, tout simplement parce que c'est une créature que je trouve intéressante parce que ça peut faire tout et ça peut faire n'importe quoi. Donc pour 2 on a une 1-1 piétinement, humain, scientifique et méchant. Bon. À chaque fois qu'on lance un sort de créature avec une valeur de mana égale à force de le chacal, on copie ce sort, excepté que la copie n'est pas légendaire, puis on met un marqueur puissant sur le chacal. Donc il faut vraiment lancer des créatures qui ont une valeur de mana égale à sa force. Si c'est pas le cas, on fait pas de copie. Puis on met un marqueur puissant. Donc c'est là qu'il faut quand même avoir une curve qui va quand même permettre d'adapter ça. Mais dans un jeu, par exemple, si on le met en général, on va donc choisir de faire cette carte-là, en gros notre général. Vous voyez bien le Mysterio tout à l'heure, c'est un méchant, lui est un méchant. C'est-à-dire qu'on ferait une copie de notre Mysterio qui arriverait aussi sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'en fait on aurait 2 effets d'arrivée en jeu et on aurait 3 méchants. Enfin bon, voilà. Enfin, on aurait 2 méchants, mais vu que c'est une copie, ça irait quand même. Mais ouais, il y a des stratégies méchants qui peuvent se faire aussi grâce à cette carte, donc c'est intéressant. Ensuite, Spider-Man Symbiote, donc on a pour 3 une 2/4, c'est une statistique assez intéressante. Donc à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, on regarde autant de cartes dessus de la bibliothèque, et on en met une dans notre main et il reste dans le cimetière. Bon, excellent, c'est-à-dire que quand elle va toucher, vous allez regarder 2 cartes, en mettre une dans votre main et d'autres dans le cimetière. Si vous la boostez, ça sera plus. Et pour 3, on peut l'exiler depuis le cimetière pour mettre un marqueur puissant sur une créature que l'on contrôle, et elle acquiert les autres capacités de cette carte. Donc c'est un peu comme le renouveau qui était sorti avec Tarkir cette année, où en gros dans le cimetière on peut ensuite payer un coup, pour ensuite mettre un marqueur et donner des capacités aux créatures qu'on aura mis le marqueur. Donc c'est un peu dans la même stratégie. Bon, cette carte elle est intéressante, parce qu'en gros ça va vous faire un effet de pioche et de remplissage de cimetière quand elle va attaquer, quand elle va toucher. Et quand elle va être au cimetière, vous allez pouvoir réutiliser sa capacité pour 3 sur peut-être une créature avec l'évasion que vous aurez pour faire un gros remplissage de cimetière et ainsi pouvoir piocher une carte. Bon, c'est une carte que j'apprécie bien parce que
Elle est pour 3, c'est une 2-4, donc les statistiques sont quand même assez intéressantes. Elle se remet depuis le cimetière, donc forcément dans les jeux qui jouent à mettre des cartes dans le cimetière, je trouve que c'est des cartes intéressantes, tout simplement, tout ce qui est cartes renouveau et tout, ça j'apprécie. Et enfin, dernière carte, le bouffon vert ultime, alors ça j'aime beaucoup. Pour 3, c'est une 5-4, donc ça va envoyer du pâté, quoi. Au début de notre entretien, on se défausse une carte, puis on crée un jeton trésor. Ça c'est quand même vachement bien. Et ça, le désordre. Donc on peut lancer cette carte depuis notre cimetière pour 3 si on s'en est défaussé ce tour-ci. C'est un peu comme la folie. Donc comme je le disais tout à l'heure, là l'avantage c'est que on se défausse, donc en fait on peut activer nos capacités de désordre ou de folie, vu qu'on va se défausser une carte au début de l'entretien. Et en plus on rampe en quelque sorte parce qu'on se crée un jeton trésor. Donc je trouve ça intéressant parce qu'en fait ça peut être un excellent général Rakdos qui joue sur la folie et le désordre. Donc ça c'est limite, ça c'est une carte qui me donne envie de monter un deck en me disant Rakdos full folie, full désordre, et on va trouver des intérêts à faire ça. Donc voilà, si vous aimez bien la folie et le désordre, je trouve que cette carte rentrera à merveille en tant que général. Ça en est fini pour les cartes rares, on va donc passer aux cartes mythiques. Donc là il n'y en a que 8, il y a moins de cartes mythiques dans le set. Donc on va commencer avec la première carte qui est double face, donc Peter Parker. Donc quand Peter Parker arrive, on crée un jeton 2-1 verte araignée avec la portée, c'est donc pour 2 une 0-1, qui génère une 2-1. Donc on va dire qu'on a 2-2 de valeur de statistique, on est arrivé en jeu pour 2. Et pour 4, on peut le transformer. Alors il n'y a pas de condition, donc ça c'est intéressant, il n'y a pas de pour 4 et sacrifier une créature ou ce genre de choses. Pour 4, on le transforme, mais il faut que ça soit en rituel. Donc ça peut être fait dès le tour 4 par exemple. Et à ce moment-là, on aura sa face verso. Donc c'est incroyable Spider-Man, donc en Bant, donc c'est un général Bant par exemple, qui est donc 4-4 vigilance portée. A noter que vu qu'on peut le faire qu'en rituel, il faudra le faire avant d'attaquer si on veut le faire et si on veut attaquer avec cette carte. Et donc il dit, chaque sort légendaire que l'on lance, qui a au moins une couleur, a lanceur de toile en Bant. Donc ça signifie lanceur de toile, on peut lancer un sort pour son coup de lanceur de toile si vous renvoyez aussi une créature engagée que vous contrôlez dans la main de ce propriétaire. Alors j'aime bien le principe parce que c'est Bant, j'aime bien le fait de voir Spider-Man, Peter Parker puis Spider-Man comme ça. Qui a au moins une couleur, donc c'est intéressant. En gros, on va pouvoir jouer nos cartes pour 3 et ainsi avoir des grosses pets qui vont arriver dès lors que on peut une créature engagée qu'on contrôle dans la main. Par contre, l'inconvénient que je vois, c'est que la croix Spider-Man, il a vigilance. Ouais, parce que vous comprenez un peu le problème. C'est aussi pour ça que je vous ai montré cette carte. C'est que j'ai une carte qui me dit, pour 3, tu remontes une créature engagée que tu contrôles dans ta main, et tu peux jouer un sort légendaire pour ce coup-là. Ok, super. Donc vous vous dites, super, je renvoie un croix Spider-Man en main, je le relance pour son coup de Peter Parker, j'ai refait une créature araignée, c'est génial. Et non, il a vigilance. C'est quand même un peu con, non? On est d'accord? Enfin, moi, là, quand j'ai eu la carte, je fais, super, ça me donne envie de faire un jeu. Non, pas vraiment, là, en fait. Là, je me dis, quoi? Enfin, en gros, lui ne se suffit pas à sa stratégie, en fait. Donc c'est vraiment dommage, je trouve. Enfin, voilà, il y a l'araignée à côté, mais enfin, bon, après, c'est vrai qu'il faut trouver d'autres cartes qui vont permettre d'engager l'incroyable Spider-Man pour pouvoir ensuite se reprendre en main, rejouer Peter Parker, régénérer du board, repayer 4, enfin... Moi, je trouvais ça intéressant que lui-même puisse se suffire, parce que là, au final, c'est là qu'il faut jouer d'autres cartes à côté qui peuvent être engagées. Enfin, bon, à moins que j'ai mal lu, je relis. Vous pouvez lancer un sort pour son coup de lanceur de toile si vous renvoyez aussi une créature engagée. Ah oui, c'est bien ça. Donc, le flavor, il est magnifique. Quand je vois l'illustration, ça donne envie de jouer la carte. Mais bon, sur le principe, je suis un peu déçu de la manière dont il faut la jouer, quoi. Bon, je suis désolé si j'ai cassé des envies à certains, mais voilà, si vous aimez bien jouer, si vous aimez Peter Parker et les Spider-Man, et que cette carte-là vous donne envie de faire un deck, sachez qu'il faut prévoir ça, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je vous ai montré cette carte-là, c'est que il y a des cartes, des fois on se dit, elles sont bien, mais à la lecture, en fait, elles impliquent d'autres choses. Autre carte qu'on va regarder, c'est Norman Osborn avec sa face verso, le bouffon vert. Donc Norman Osborn, c'est pour 2 une 1-1, méchant bien entendu. Il ne peut pas être bloqué, bon, ça peut être intéressant aussi, ça dépend. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, il connive, ok, très bien, on va donc piocher une carte et défausser. Bon, alors c'est-à-dire qu'avec le désordre, ça peut fonctionner aussi.
Et pour 4, on le transforme uniquement en rituel. Donc même principe que Peter Parker. Même si ici, je trouve que la première face, elle est quand même intéressante parce qu'on va pouvoir piocher, défausser. Donc ça interagit avec pas mal d'éléments du set. Et donc on a le bouffon vert qui est 3-3 vol menace. Les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent 2 de moins à lancer. Donc ça joue bien avec le désordre, parce que désordre, c'est-à-dire qu'on rejoue depuis le cimetière. Et chaque carte non-terrain dans votre cimetière a le désordre. Incroyable. Le coût de désordre est égal à son coût de mana. Non, bah vous voyez, c'est contrairement à Peter Parker qu'on voyait juste avant, là on a vraiment une carte qui fonctionne, quoi. C'est une carte qui fonctionne. Ce qu'on fait en face recto, ça remplit le cimetière et tout. Et donc forcément, quand on se retourne, bah, tout ce qu'on a mis au cimetière en connivant, et bah là, voilà, ça devient quelque chose d'intéressant. Là, je trouve que les stratégies se complètent bien. Voilà, donc ça, c'est une bonne carte. Une bonne carte dans Grixis. Donc, si jamais certains voulaient faire un jeu désordre, folie, bah là, je pense que vous avez un très très bon général. Ensuite, on va passer à une autre carte. Gwen Stacy, qui est aussi recto verso. Donc, Gwen Stacy, pour 2 en rouge, c'est une 2-1. Humain, artiste et héros. L'illustration me perturbe parce que j'ai l'impression de voir l'héroïne avec Tom McGuire. Avec Tobey Maguire, pardon. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Enfin, des années 2000, là. Mais en fait, c'est perturbant. Donc, quand Gwen arrive, on exile la carte dessus de la bibliothèque et on peut jouer cette carte tant que vous contrôlez cette créature. Ok, très bien. Pour 5, donc pour 1 de plus que les autres, on va pouvoir la transformer. Bon. Alors, je trouve que pour 2, une 2-1 qui arrive en jeu, exile et qui permet de jouer cette carte, bon, j'en aurais attendu un peu plus, quoi. Je trouve ça un peu léger, quoi. Pour 2, j'ai une 2-1 et il faut que j'attende 3 tours pour la transformer. Ou alors il faut que je paye 7 dans le tour. Ouais, je trouve ça un peu... Ouais, bon. Alors, Ghost Spider, donc on a pour une créature légendaire qui est Vol Vigilance Célérité, 4-4, d'accord. À chaque fois qu'on joue un terrain depuis l'exil ou que vous lancez un sort depuis l'exil, on met un marqueur +1/+1, donc elle va vite grossir. Et on retire 2 marqueurs, on exile la carte de la bibliothèque et on peut jouer cette carte ce tour-ci. Moi j'aime bien l'illustration, c'est pour ça que j'ai mis la carte. J'adore l'illustration du Ghost Spider. Je trouve enfin voilà, je trouve que c'est flavor, ça donne envie quoi de jouer cette carte. Par contre, c'est vrai que dans le gameplay, c'est compliqué, hein. Ah, c'est compliqué là parce que il faut jouer un jeu. Donc si on la joue en général, donc on va pouvoir la jouer dans les couleurs. Ça c'est quoi déjà comme couleur? C'est Jeskai. Donc pouvoir jouer dans les couleurs Jeskai. Le problème c'est que je trouve que pour 2 c'est pas assez. Limite j'aurais préféré qu'elle arrive pour 3. Ouais, pour 3, qu'elle soit 3-2. Qu'elle fasse pas une, mais 2 cartes. Enfin, bon, je trouve c'est un peu léger. Après, on peut la blinker. C'est vrai qu'on peut la blinker, ça peut être intéressant. Ah oui, c'est vrai que la blinker, ça peut être intéressant. Parce que ça permet de revenir sur la première face. Après, le coût de 5 est quand même assez élevé. Après, on a dans ces couleurs-là des cartes qui permettent de faire diminuer le coût des capacités activées. Donc si ça passe qu'à 3 avec terrain d'entraînement, ça peut être intéressant. Donc à voir, mais si vous aimez bien un peu jouer avec l'exil, comme j'ai vu tout à l'heure avec la carte rouge, qui inflige une blessure chaque fois qu'on joue une carte depuis l'exil ou un terrain, bon bah là vous avez un début de jeu, vous jouez Cartorius, enfin voilà, il y a pas mal de bonnes choses à mettre là-dedans. Moi ça me donnera envie de faire le jeu, même si bon voilà, il y a des complications, mais après tous les jeux ne sont pas faits pour être petits, il y a des jeux qui sont faits juste pour être joués et appréciés, hein, donc faites-vous plaisir. On passe ensuite aux 2 dernières cartes, Toile de la vie du destin et Spider-Man Cosmique. Alors, Toile de la vie du destin, ça c'est une carte que je trouve très très intéressante. Donc pour 8, c'est un enchantement. Donc quand vous me dites, oula, 8, il y a intérêt de faire des trucs pâtés. Il a la convocation, c'est-à-dire qu'on peut, engager des créatures pour réduire de 1 le coût. Donc si on a 6 créatures, il coûte que 2 verts. Et on engage les 6 bêtes. Bon, dans les jeux tokens et tout, ça peut être intéressant. Au début du combat, pour notre tour, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque. On peut mettre sur le champ de bataille une carte de créature. Et le reste en dessous de la bibliothèque dans l'ordre aléatoire. Alors moi, je dis simplement, pour moi, c'est une excellente carte. Parce que, en fait, on va engager des créatures. Donc, en gros, on va se priver de bloqueurs. Ou se priver d'une phase d'attaque, par exemple. On va jouer la carte pour 2 verts. Et donc, au début du combat, on va quand même être récompensé de pouvoir mettre une carte de créature. Et on regarde quand même 5 cartes. On regarde pas 4, on regarde quand même 5 cartes. Limite 6, ça aurait été bien. 6, ça aurait été une 2 cartes plus, ça aurait été pas mal. Ça correspondait un petit peu au coût de mana qu'on pouvait réduire.
Et en fait, bah là, on va pouvoir mettre directement une carte, n'importe laquelle, une carte de créature. Donc une carte qui coûte cher, on la met en jeu, bam, c'est des effets d'arrivée en jeu. Donc franchement, je trouve que c'est une carte qui est intéressante. Dans les jeux tokens, dans les jeux ramp, hein, 8, tu peux vite l'avoir, hein, c'est pas obligé d'être dans les jeux tokens. Après, tu peux faire des jeux ramp avec des créatures et te dire que bah voilà, en fait, ma créature qui arrive en jeu, qui a été me chercher un terrain, genre Simulacre solennel, et bah en fait, littéralement, m'a rapporté 2 mana pour jouer cette carte, quoi. Donc c'est vraiment une carte que je trouve très intéressante parce qu'elle peut arriver tôt dans la partie pour les jeux qui vont générer un board insuffisant ou beaucoup de mana. Et tout de suite, elle va faire un effet d'arrivée en jeu, enfin, son effet va s'activer tout de suite dans votre tour, vous n'allez pas attendre le prochain tour, c'est écrit au début de l'entretien, c'est écrit au début du combat. Donc il y a beaucoup de cartes d'enchantement qui disaient, vous la jouez, il faut attendre un tour entier chez les adversaires pour revenir à vous au début d'entretien et vous avez un effet. Là c'est au début du combat, pendant votre tour, donc c'est-à-dire que vous la jouez avant votre phase d'attaque, vous jouez cette carte, et là tout de suite elle fait son effet. Donc là soit les adversaires ils ont une réponse maintenant, soit vous faites au moins, vous avez rentabilisé au moins une fois l'effet. Et enfin le Spider-Man cosmique, donc pour toutes les couleurs, donc 5 couleurs. Donc là c'est le moment de jouer tous ces araignées. Donc vol initiative, piétinement, lien de vie, célérité 5-5. Bon bah ça envoie du pâté quand même. Hein. Et au début du combat pendant votre tour, les autres araignées que vous contrôlez acquièrent ces capacités. Donc vol initiative, piétinement, lien de vie et célérité. Bon, clairement, vous aimez le Spider-Man, vous voulez faire vous avez envie de monter un seul deck Commander, bah vous prenez lui et vous mettez dedans tous les araignées Spider-Man du set. Vous mettez toutes les autres araignées de Magic et vous faites votre jeu araignée quoi. Et puis voilà. Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Vous faites votre jeu araignée avec le Spider-Man cosmique. Donc la base mana, bah, vous la faites. Et puis voilà. Et donc là, vous avez un jeu tribal araignée. Et là, vous pouvez mettre toutes les cartes tribales qui vont interagir avec. Donc ça va être génial. Voilà. Ça, c'est clairement pour moi, ça c'est genre le commandant qui vous dit, bah vous êtes fan de la licence. Et bah allez-y, faites-vous votre deck, vous avez accès à toutes ces couleurs, faites-vous plaisir. Ça franchement, t'es fan d'araignée, t'es fan de Spider-Man et t'aimes bien Magic, bah tu prends ce commandeur et tu te régales. Voilà. Donc ça, Magic. Ça je dis merci Magic pour ça. Hein. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, faisons une conclusion du set. Alors, concernant le set, moi j'ai beaucoup aimé Spider-Man de la série des années 90, j'ai grandi avec cette série, donc c'est vrai que sur les cartes là je suis assez... Ce que j'aime bien c'est qu'on retrouve l'ambiance de cette série, il y a même des cartes genre Kraven, j'avais oublié l'existence de cette personne, donc quand je revois sur des cartes des personnages que je ne me souviens plus, c'est que au final Magic fait bien son rôle aussi, la couleur elle est intéressante pour ça, donc ça met en avant des personnages qu'on ne se souvient plus et que ça nous fait une petite nostalgie, donc moi, je trouve qu'il y a des cartes, voilà, je vous ai montré des cartes qui me paraissent intéressantes, que moi-même, il y en a certaines que j'ai envie de récupérer, donc voilà, c'est super. Après, voilà, on va pas se cacher, il y a des prix là qui sont affichés, les prix des collecteurs boosters, pour peu qu'on cherche, on veut se faire un petit frisson, trouver une illustration, enfin, se te dire, vas-y, peut-être que je vais ouvrir une illustration d'un Spider-Man que je vais adorer et tout. Bah, aujourd'hui, les prix, mon Dieu, qu'est-ce que c'est cher, quoi, enfin, bon... Donc bon, à voir quoi, à voir. J'aime bien le flavor, j'aime bien l'ambiance des cartes, j'aime bien, voilà, je trouve que les cartes sont bien associées aux capacités qu'on a dans Magic. Ouais, je trouve qu'il y a des trucs vraiment sympas. Mais bon, faut pas oublier l'aspect financier quand même, hein. Au bout d'un moment, on roule pas sur l'or non plus, hein. On n'est pas là à claquer 2000 € pour un set. Hein. Certains, c'est même le budget pour 2-3 années, hein, on va pas se cacher. Hein. Donc, voire plus. Hein. Donc, non, j'aime bien le set dans le flavor, les cartes, les illustrations, le fait qu'on retrouve à peu près tous les méchants, tous les Spider-Man qui existent. Alors attention, j'ai pas eu les comics, hein, mais dans la série, dans ce que j'ai vu, tout ça, bon, on retrouve quand même pas mal de choses. Par contre, voilà, il y a d'autres choses qui peuvent un peu, voilà, c'est se dire, bon, il y a le prix, il y a le fait qu'on sorte un peu vraiment aussi beaucoup de Magic, hein, je veux dire, c'est plus les ambiances comme avant, c'est que des collabs, bon. Mais n'empêche que voilà, ça existe, il faut l'accepter et il faut se dire qu'est-ce que moi je peux en tirer de ça. Moi ce que j'en tire c'est que ça m'a rappelé une certaine nostalgie d'il y a quelques années, 20 ans quand même, hein, on va pas dire, 20 ans, et que voilà, avec ça je vais améliorer certaines cartes et que oui de temps en temps je vais tomber sur une carte qui me fera penser à Spider-Man et en fait ça paraît tout bête mais j'aurais peut-être pas un jeu sur Spider-Man mais j'aurais un jeu qui peut-être dedans j'aurais une carte Seigneur des Anneaux, une carte Spider-Man, une carte... que sais-je, quoi d'autre, Warhammer, et en fait, j'aime bien ces 3 licences, et en fait, ça me fera plaisir de me dire que de temps en temps, en jouant dans mon deck, et j'ai
des cartes qui me rappellent une certaine nostalgie de ce que j'avais avant. En tout cas, merci à vous. Pour le programme, donc cette vidéo, elle sort le mercredi 17 septembre à 17h, donc ça, vous allez avoir la vidéo. Et prochaine vidéo, donc là, il y a les spoilers Avatar qui sont déjà bien sortis, donc on va se faire la vidéo des spoilers dans pas longtemps. Donc je dirais d'ici une semaine, on fera la vidéo des spoilers. Donc vous aurez à mon avis la vidéo des spoilers la semaine prochaine, donc la semaine du 24 septembre, en gros le mercredi 24 septembre. Et je vais essayer d'être sur un rythme de 2-3 vidéos par mois. L'idée c'est étant de, là avec les sorties qui s'accumulent, il va falloir suivre. J'ai pas fait Edge of Eternity parce que d'autres créateurs de contenu l'ont fait. Je trouvais que c'était un peu tard de le faire, donc voilà c'est tout. Simplement que j'ai beaucoup apprécié le set. Coq Foyer, je me suis acheté le deck. Incroyable, franchement incroyable ce deck. Je l'ai amélioré un petit peu sans... Voilà, c'était génial. J'ai joué par Magic, c'est le cas de le dire. Et voilà, donc j'ai aussi participé à Magic Mania, donc je vous ferai un petit retour là-dessus dans pas longtemps, sur les cartes que j'ai achetées, les vidéastes que j'ai rencontrés. J'étais très content d'en voir certains et de faire une partie avec le Monarque, ça a été vraiment un bon moment. Voilà, donc on fera une petite vidéo de tout ça, je pense d'ici vers la fin du mois. Donc en tout cas, je vous souhaite de très bonnes parties à toutes et à tous. Merci à vous de regarder la vidéo. Merci à vous aussi d'avoir été patient. Et merci à vous aussi d'avoir regardé mes vidéos alors que je ne publiais plus rien. J'ai vu que voilà, on était arrivé à 54 heures de visionnage. Donc merci à vous. J'aurais jamais pensé au mois de mai, quand j'ai commencé à vouloir faire ça, que j'arriverais à autant d'heures. Ça paraît pas grand chose peut-être par rapport à d'autres vidéastes. Mais moi, ça me dit c'est quand même cool de dire que des gens regardent des choses que je fais. Voilà, donc je vous dis merci à vous, et je vous souhaite en tout cas de très bonnes parties. Salut!